Le régime micro est rarement intéressant, sauf si vous avez pour objectif de revendre votre bien assez rapidement. Et donc là, cette partie-là aussi qui est souvent oubliée par les investisseurs, c'est les frais d'hypothèque, de privilège de prêteur denier ou de caution. Donc ça, c'est le document à remplir en plus de votre déclaration d'impôt pour vos revenus fonciers. Par exemple, j'ai mis peinture, appartement, nom et adresse des entrepreneurs. Donc ça, c'est à indiquer aussi. Date du paiement et montant. Voilà. Donc là, mettez les plus gros montants. Vous remplissez juste le nom des 4 locataires. Ça, c'est très important si vous voulez éviter de recevoir une taxe d'habitation. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour un sujet brûlant du jour puisque on est en pleine déclaration d'impôt. Donc j'ai voulu vous tourner une vidéo pour vous aider justement à remplir votre déclaration. Je sais qu'au début, moi j'avais pas mal de difficultés, je ne savais pas qu'est-ce qu'on pouvait déduire. J'ai oublié pas mal de choses aussi et où ça va dans les bonnes cases. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un tuto vraiment complet. On va regarder ensemble tous les frais déductibles pour ne pas en oublier. Et vous allez voir, je pense que vous allez être surpris, il y a beaucoup de choses qui sont déductibles. Et on va aussi regarder sur la partie déclaration pour voir exactement où indiquer tous ces frais et ne pas se tromper. Donc, je tiens à vous dire que cette vidéo a été vérifiée et validée par mon expert comptable. Voilà, moi je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas expert comptable. Mais malgré tout, ça fait quand même 12 ans que j'investis dans l'immobilier et que des déclarations 2044 de revenus fonciers, je m'en suis fait quand même pas mal. Donc ça m'a permis vraiment petit à petit de ne rien oublier et d'optimiser au maximum ma fiscalité. Parce que le but, ce n'est pas de frauder, mais surtout de ne pas se faire avoir et de ne pas oublier tout ce qu'on peut déduire en tant qu'investisseur. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je suis très content de pouvoir vous proposer ce contenu. C'est quelque chose que moi j'aurais aimé trouver, je pense, à l'époque pour pouvoir m'aider. Donc on va faire un tuto très simple, mais aussi très complet. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Guillaume. Bonjour à tous. Qui a investi dans l'immobilier. Voilà, donc à tout de suite. Alors, si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, déjà bienvenue. Ici, vous trouverez des conseils sur l'investissement immobilier. Je vous fais visiter des immeubles. On analyse des projets aussi également en région. Puisque je co-dirige la société Projet Locatif, vous avez un lien dans la description. Si vous avez envie d'investir dans l'immobilier, que vous n'avez pas forcément le temps, pas forcément les compétences, ou tout simplement vous voulez vous appuyer sur des investisseurs aguerris, on a actuellement 120 conseillers qui sont tous des multi-investisseurs. Je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo, mais on a proposé un peu plus de 700 projets. Aujourd'hui, on a vendu un peu plus de 700 projets, beaucoup d'immeubles de rapport, rentables bien sûr et bien optimisés grâce à l'expérience de tous nos conseillers. Donc, je vous laisse regarder notre site internet si ça vous intéresse. Vous nous mandatez, vous remplissez un formulaire et vous serez mis en relation avec le conseiller qui sera le plus adapté à votre recherche en fonction du secteur et des objectifs que vous avez. Allez, c'est parti pour la vidéo. On va regarder ensemble donc le régime réel des revenus fonciers qui correspond aux locations nues, donc détention en nom propre ou en SCI à l'IR, puisque vous avez deux choix de régimes fiscaux. De toute manière, j'ai fait une vidéo très complète sur tous les différents régimes fiscaux qui existent en immobilier. Je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas vue, parce que voilà, elle est vraiment très complète. Je sais qu'elle plaît beaucoup. C'est pareil, c'est une vidéo qui a été validée par mon expert comptable. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Donc là, on va traiter le régime réel qui permet de déduire toutes les charges et effectivement d'éviter de payer de l'impôt rapidement. Le régime micro est rarement intéressant, sauf si vous avez pour objectif de revendre votre bien assez rapidement. Effectivement, au régime réel, ce qui permet de gommer l'imposition pendant la durée de détention, vous allez déduire tous vos frais, vos travaux, tout ça. Mais au moment de la revente, vous ne pourrez pas réintégrer finalement les factures qui ont déjà été déduites au moment de la déclaration d'impôt. C'est pour ça que le régime micro peut être intéressant si vous avez un objectif de revente assez rapidement. Et dans ce cadre-là, vous pourrez effectivement réintégrer les factures puisque vous ne les aurez pas déduites pendant votre durée de détention. Et à ce moment-là, les réintégrer au moment de la revente pour éviter de payer une trop forte plus-value.
Encore une fois, je rappelle, c'est des travaux qui auraient été faits par des professionnels uniquement et pas des travaux que vous aurez fait par vous-même. Allez, c'est parti, on regarde ça. Alors, qu'est-ce que nous avons à déduire? Donc, on va commencer par vous expliquer. Alors, j'ai vraiment fait un tableau pour que tout soit traité dans l'ordre. Donc là, on est parti. Alors, j'ai pris un estimatif de revenus locatifs. Je suis parti sur un immeuble de rapport de 4 appartements. Voilà, pour faire assez simple, avec des revenus locatifs donc de 22 000 euros. Ça, c'est les revenus donc hors charge. Donc, ces revenus vont se déclarer dans la case 211. On verra juste après la déclaration 2044. On va coller les deux simulations côte à côte. Vous verrez exactement après. Ensuite, qu'est-ce qu'on va déduire? Donc, premièrement, donc les frais de gestion d'agence. Donc, si vous faites gérer votre bien en agence, tous ces frais sont déductibles. On le voit, c'est la relocation. Ça peut être les frais de justice si vous avez des poursuites avec votre locataire, vous avez des frais d'avocat, vous avez des frais d'huissier. Tous ces frais sont englobés dans les frais de gestion et donc correspondent à la case 221. Ensuite, on a un forfait de 20 euros par appartement. Donc ça, bon, l'État nous fait un petit cadeau. C'est pas vraiment un cadeau qui correspond à un forfait timbre, déplacement. Voilà, donc c'est un forfait de 80 euros là, qui correspond, donc on a dit 4 appartements. C'est 20 euros par appartement. Donc ça, c'est dans la case 222. Ensuite, au niveau des assurances. Donc là, vous avez une case qui correspond à toutes les assurances. Et là, n'oubliez pas de déduire toutes les assurances parce qu'il y en a pas mal. Et premièrement, l'assurance PNO, c'est l'assurance propriétaire non occupant, que vous connaissez sûrement. Et donc, cette assurance est bien sûr déductible. L'assurance du crédit aussi, évidemment, est déductible. Donc là, à chaque fois, j'ai fait des estimations, voilà, pour vous montrer, faire une simulation un peu précise. L'assurance de loyer impayé, si vous prenez une protection juridique pour protéger vos loyers, etc. Voilà, toutes les assurances qui concernent finalement votre investissement immobilier sont déductibles dans cette catégorie-là. Donc, case 223. Ensuite, gros débat, les travaux d'amélioration. Donc là, j'ai mis une enveloppe travaux de 50 000 euros. Dans l'estimation, on fait comme si j'avais acheté le bien dans l'année, au début d'année 2021. Voilà. Donc ces travaux ont été réalisés, bien sûr, dans l'année. Donc ça, c'est les factures acquittées dans l'année. Attention, vous ne pouvez pas jongler d'une année à l'autre. Et surtout, je mets un gros point d'attention sur cette catégorie puisque ce ne sont que des travaux d'amélioration de l'habitat et non pas des travaux de construction, d'agrandissement, de reconstruction où on va aller plus loin, de remise à neuf. L'administration fiscale se réserve le droit d'apporter son propre jugement par rapport à ça. Et donc, si vos factures mentionnent des remises à neuf, on pourrait considérer, enfin l'administration fiscale pourrait considérer que c'est du neuf et que c'est de la construction, que c'est de la création entre guillemets et que ce n'est plus des travaux d'amélioration. Donc faites attention par exemple tout simplement sur vos factures, si vous rénovez une cuisine, ne mettez pas cuisine neuve ou remise à neuf d'une salle de bain, etc. C'est des petits termes qui peuvent porter à interprétation des difficultés. Donc faites attention à ça. Et également, si vous faites un changement de destination, donc je vois beaucoup d'investisseurs qui créent de la surface, qui divisent, et alors là clairement vous faites de la création, donc le statut n'est pas du tout adapté, il vaut mieux un statut comme le LMNP au réel ou la SCI à l'IS éventuellement, mais en tout cas en déficit foncier ce n'est pas déductible. Donc voilà, création de logement, changement de destination, etc. Tout ça, ce n'est pas déductible des revenus fonciers, faites très attention. Alors, ensuite, on a la taxe foncière. Donc, la taxe foncière sans les ordures ménagères, puisque vous avez compris, les ordures ménagères sont payées par le locataire et récupérables après. Donc, c'est sans les ordures ménagères. Et là, j'ai mis au prorata. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, quand vous passez chez le notaire, vous payez le prorata de taxe foncière. Et donc, moi, je demande une attestation à mon notaire de paiement de prorata qui me permet justement de déduire. Souvent, si vous signez en début d'année, en plus, la taxe foncière, enfin, moi, sur mon secteur, elle est assez élevée. Donc, ça me permet justement de pouvoir déduire le prorata que j'ai payé. Voilà. Donc, attestation chez le notaire pour justifier en cas de contrôle. Ensuite, alors on arrive sur un sujet un peu délicat, je ne veux pas vous perdre, je ne veux pas être trop technique, pour la copropriété. Donc si vous avez des biens en copropriété, donc
Bon, moi, ça ne me concerne pas trop parce que vous savez que je suis plus immeuble de rapport. Mais au début, j'ai acheté des appartements en copropriété. Hein. Alors là, ils ont fait un truc, franchement, c'est un peu spécial. Mais bon, pour faire simple, vous allez indiquer dans cette case, donc dans la 229, tous les frais que vous avez payés en 2021. C'est-à-dire, normalement, quand vous avez une copropriété, vous avez un syndic, et ce syndic vous donne tous les ans la ventilation des frais récupérables et non récupérables. Donc les frais récupérables, c'est les frais que vous allez pouvoir refacturer aux locataires, qui sont dans les charges, et les non récupérables, c'est ceux qui vous restent à votre charge. Là, en fait, les impôts disent, nous, on s'en fout. Pour l'instant, on ne veut pas savoir la ventilation qui paye quoi. Vous nous dites tout ce que vous avez payé en 2021. Donc là, vous allez pouvoir déduire tout ce que vous avez payé. Donc ça vient bien en déduction. Et dans la case du dessous, dans la case 230, vous allez intégrer tous les frais non récupérables de l'année précédente. Donc vous avez une régule tous les ans, parce que souvent vous payez au fur et à mesure, au cours de l'eau, on va dire de l'année, les avancées de charges de frais de copropriété, frais de syndic, et en fin d'année, ils vous font le total. Donc là, c'est de dire, on perd une année et on prend l'année antérieure où vous allez intégrer les frais non récupérables. Donc c'est les frais qui vont être à votre charge. Donc pour faire simple, ici ça va être du plus, et 230 ça va être du plus, et 229 ça va être du moins. Voilà. Voilà, je vous fais une explication un peu simple, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on arrive sur un total de déduction de 54 780 €. Voilà, donc ça c'est la somme de tous ces frais. Et ensuite, bien sûr, ne pas oublier tous ces frais. Donc en case 250, vous avez pas mal de frais. Et là, je suis sûr que certains ne sont pas forcément au courant. Vous avez bien sûr les intérêts d'emprunt à ne pas oublier. Vous avez les frais de dossier bancaire. Donc dans l'année où vous faites votre prêt, vous avez souvent 200, 400, 500, 1000 € de frais de dossier, voire plus. Vous pouvez bien sûr les déduire dans la case 250, dans la partie intérêts d'emprunt. Et vous pouvez déduire aussi pareil, si vous avez, moi je sais que j'ai renégocié plusieurs fois des prêts, donc j'ai eu des frais de renégociation, j'ai eu des frais de dossier, on peut avoir des indemnités de remboursement anticipées si vous faites racheter votre prêt. Tous ces frais qui correspondent au crédit immobilier afférent à votre bien immobilier sont déductibles également. Et donc là, cette partie-là aussi qui est souvent oubliée par les investisseurs, c'est les frais d'hypothèque, de privilège de prêteur denier ou de caution. Donc ça, c'est la garantie réelle ou bancaire qui est prise. Ces frais sont déductibles et ils sont souvent assez élevés en plus. Donc n'oubliez pas de les déduire. Tout ça dans la case intérêt d'emprunt, la case 250. Donc on arrive à un solde négatif de 40 280 €. Ce solde, ça correspond au loyer, moins les frais déductibles, moins les intérêts d'emprunt, les frais de dossier et l'hypothèque. Et donc, on arrive à un solde négatif de 40 280 €. On bascule du côté de la déclaration. Vous allez voir par rapport au déficit reportable, ça va être très clair. Voilà, donc on se trouve maintenant sur la partie déclaration foncière. Donc ça, c'est le document à remplir en plus de votre déclaration d'impôt pour vos revenus fonciers. Alors, dans cette page, on va commencer par le début, c'est pas compliqué. Vous remplissez votre nom, votre prénom et votre adresse personnelle ici. Cette partie-là ne vous concerne pas à moins que vous ayez des SCI à l'impôt sur le revenu. Vous voyez, c'est des parts de société immobilière. Voilà. Donc ici, ce ne sont que les SCI, donc aujourd'hui, on ne va pas les traiter. On va bien sûr dater et signer votre déclaration. Bon, maintenant, ça se fait en ligne, donc c'est signé automatiquement. Ensuite, là, ici, il faut bien comprendre que c'est une double page. Vous pouvez voir, là, ça commence là, et vous allez voir après derrière, ça continue là. Donc, il faut se dire que cette ligne-là correspond à la ligne du haut. Donc là, on commence ici. Vous devez mettre le nom et prénom de vos locataires. On va parler d'immeubles. Donc là, on est parti sur un immeuble de 4 appartements. Donc là, on met le nombre de locaux par immeuble.
Et donc, sur cette ligne, vous ne cochez pas si vous n'avez pas de borloo ancien, enfin voilà, vous n'avez pas de loi de défiscalisation, hein. Vous remplissez juste le nom des 4 locataires. Ça, c'est très important si vous voulez éviter de recevoir une taxe d'habitation. Moi, ça m'est déjà arrivé régulièrement. Des fois, j'oublie un petit peu, je zappe un petit peu. Et en tout cas, les impôts, eux, m'oublient pas. Ils m'envoient bien sûr une taxe d'habitation. Et là, je me dis, aïe, oups, j'ai oublié. Donc, bien sûr, on leur envoie un courrier en leur expliquant la situation avec une copie du bail et l'identité du locataire. C'est bon, en général, j'ai jamais eu de taxe d'habitation à payer, ils ont très bien compris. Mais pour éviter ça, il faut bien sûr indiquer le nom des locataires. Ensuite, alors on va reprendre, vous allez voir, en fait, ce qu'on vient de voir, hein, tout simplement. On a les loyers bruts encaissés, donc ça c'est les loyers hors charge hein, qui apparaissent ici, les 22 000 euros comme je vous ai mentionné sur ce côté-là. Ensuite, ici vous avez les charges en dessous pour la case 2012. Alors, ça c'est les charges, les provisions de charges que vous prenez en plus du loyer au locataire, que vous pouvez donc faire apparaître ici et que vous allez déduire et ajouter également sur la case 229. Voilà, donc c'est entre guillemets un petit peu ridicule parce que, bon alors ça dépend en général quand vous avez l'électricité des communs, l'eau, les ordures ménagères, on tourne entre 30 et 50 euros de charge par appartement. Vous allez donc multiplier le montant et l'indiquer ici. Et vous allez reporter ce montant-là donc en déduction. Donc franchement, c'est un petit peu ridicule. On pourrait rien mettre ici finalement et ne pas les intégrer dans la case de 229. Mais bon, voilà. Si vous vraiment voulez faire les choses bien, il faut faire ça. Donc, ce qui nous fait... Alors là, je ne l'ai pas mis pour simplifier un peu le calcul. Vous avez bien compris, c'est un plus et un moins. C'est assez facile à comprendre. Ensuite, les indemnités, alors la case 213, il y a des petites particularités, donc là vous avez compris, y compris subvention ANA, indemnité d'assurance, etc. Ça c'est des recettes spéciales. Pour l'instant, moi j'ai eu quelques indemnités d'assurance quand vous avez un dégât des eaux, vous avez voilà, des petites choses comme ça. Moi ça m'est arrivé d'intégrer ces montants-là ici. Et petite particularité qu'il faut avoir en tant qu'investisseur, c'est que, admettons, vous avez un coup dur, l'immeuble brûle par exemple, l'immeuble prend feu, je connais des personnes à qui c'est arrivé, ils ont été remboursés en totalité de sommes assez importantes, hein, plus de 500 000, 1 million d'euros. Ces sommes-là vont devoir être imposées et indiquées dans cet emplacement-là, et donc avec toutes les répercussions que ça peut avoir fiscalement. Je vous laisse imaginer la suite. Voilà, petite particularité, alors c'est des choses qui sont rares, qui arrivent rarement, heureusement, mais il faut savoir comment ça se passe, quand ça se passe, et ça peut faire très mal fiscalement. Alors là, on va faire simple, on va continuer. Dans la case 214, c'est si par exemple vous avez un immeuble et que vous vous réservez un appartement. Je sais qu'il y a des investisseurs qui font ça, ils disent moi j'achète un immeuble et je me garde un appart et le loyer des 3 locataires, mais ça me paye finalement mon logement gratuitement. L'administration fiscale demande à ce que vous intégriez ce montant-là. Alors, c'est-à-dire qu'il faut estimer le montant de loyer que vous auriez dû payer et l'intégrer dans cette partie-là, en fait, tout simplement. Voilà, donc vous pouvez l'intégrer et à ce moment-là, vous pouvez déduire après tous vos intérêts d'emprunt. Enfin voilà, si vous ne l'intégrez pas, mon comptable m'a dit à ce moment-là, on proratise. C'est-à-dire que s'il y a un immeuble de 4 appartements et qu'il y en a 3 de loués et 1 pour vous, eh bien, ça fait, voilà, par rapport aux surfaces, souvent on proratise, vous allez prendre 3/4 des déductions, mais il y a un quart que vous ne pourrez pas déduire. Pareil, un quart de la taxe foncière que vous ne déduirez pas, un quart des intérêts d'emprunt, etc., etc., pour proratiser finalement le logement qui vous est attribué à titre gratuit. Petite particularité. Bon, on reste simple, on continue, on reste sur nos 22 000 euros de revenus. Donc, on va déduire les 1 500 euros d'administration, que je vous ai dit, les 80 euros pour les 4 appartements, les primes d'assurance, donc cumulées, donc c'est ici qui représente 1 200 euros, les dépenses de 50 000 euros donc de travaux, les ordures, la taxe foncière de 2 000 euros, voilà, qui apparaît ici. Donc là, le plus et le moins, comme je vous ai expliqué avec la copropriété, je ne vais pas vous refaire le topo là-dessus. Ce qui nous fait donc un total de 54 780 euros qu'on retrouve ici, voilà, dans la case 240 qui est ici. Ensuite, les intérêts d'emprunt
comme je vous ai dit, qui atterrissent ici, c'est tous ces frais, donc les intérêts, les frais de dossier, les hypothèques, etc., etc. Tout ça atterrit ici, pardon. Et donc le total se calcule automatiquement en ligne, ce qui nous fait donc un déficit de 40 280 €. Donc là, vous respectez ce qu'ils vous disent, voilà, plus, moins, bon, ça se reporte automatiquement. Ensuite, cette partie-là, comme je vous ai dit, on reprend la première ligne. Donc là, c'est le nom, prénom de vos locataires. Et donc cette ligne qui continue, c'est la date d'acquisition de l'immeuble et l'adresse de votre immeuble. Donc voilà, donc après quand vous arrivez là à 5-6 immeubles, bon ben c'est cool, c'est tout ce que je vous souhaite, de remplir comme ça plusieurs déclarations 2044. D'ailleurs en ligne, les immeubles s'enchaînent les uns après les autres, donc c'est vraiment cool et ça fait tous les calculs en fait se font automatiquement. Donc là, la case E, on reporte tous les revenus de tous les immeubles, ça fait un total. Pareil pour le F, pareil pour le G, ça reprend, bon là il n'y a qu'un immeuble, donc ça reprend tous les totaux qu'on a vus juste avant. Alors ensuite, au niveau des frais, donc là c'est pareil, quand vous avez fait des travaux, vous mettez, donc là j'ai mis numéro 1, c'est l'immeuble numéro 1, effectivement, qu'est-ce que vous avez réalisé comme travaux, puisque l'administration fiscale, en fait c'est du déclaratif, donc là vous avez juste à déclarer ce que vous avez fait comme travaux, donc mettez les plus gros postes, vous n'allez pas en faire une liste folle, mais les postes les plus coûteux. Et effectivement, si l'administration fiscale se dit « tiens, c'est un peu bizarre, j'ai envie de contrôler », elle peut vous faire un contrôle sur pièce et vous demander les factures qui correspondent à ce que vous avez déclaré. Voilà. Donc là, c'est assez simple. Voilà, par exemple, j'ai mis peinture, appartement, nom et adresse des entrepreneurs. Donc ça, c'est à indiquer aussi. Date du paiement et montant. Voilà. Donc là, mettez les plus gros montants et voilà, moi pour l'instant j'ai jamais eu de contrôle sur pièce, mais ça peut arriver. Effectivement, je connais pas mal d'investisseurs qui ont dû fournir les factures pour justifier des frais qui ont été déduits. Ensuite, les intérêts d'emprunt, là il faut mettre aussi également l'établissement prêteur. Donc j'ai mis toujours une fois, c'est l'immeuble numéro 1. Donc là j'ai mis par exemple le CIC avec, donc vous mettez l'adresse de l'établissement bancaire, la date du prêt et les intérêts versés. Donc vous reprenez uniquement les intérêts qui ont été versés pour ce prêt-là. Alors ensuite, on arrive au résultat. Donc là, le résultat, ça reprend donc le déficit finalement de 40 280 €. Ensuite, on reprend, là vous suivez en fait ce qu'ils vous disent. Donc là, on reprend les 22 000 € de revenus, les intérêts d'emprunt de 7 500 € et les autres frais déductibles de 54 780 €. Donc si la ligne 432 est inférieure ou égale à la ligne 431, c'est ce qui est notre cas, vous allez reporter la ligne 420 dans la limite de 10 700 €. Donc vous l'avez ici, ça c'est le déficit total. Donc vous mettez le maximum 10 700 €. Ce montant-là sera à reporter dans la case BC de votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est le déficit imputable sur votre revenu global, donc sur votre propre fiscalité personnelle. C'est ce qui permet de faire baisser justement sa fiscalité personnelle. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Comme vous pouvez le voir, c'est obligatoire, ce n'est pas un choix, vous n'avez pas le choix, je déduis pas, parce qu'effectivement, si vous avez une tranche marginale d'imposition assez basse, vous auriez peut-être préféré ne pas imputer ce déficit sur vos revenus et le reporter plutôt. Ce n'est pas un choix, c'est obligatoire, comme vous pouvez le voir sur la déclaration. Donc vous allez enlever 10 700 € de vos revenus, ce qui va faire baisser votre tranche marginale d'impôt et éviter de vous faire payer de l'imposition personnelle. Donc ça c'est plutôt cool, à savoir que c'est uniquement la première année d'achat de votre bien immobilier. Voilà, c'est pas tous les ans, c'est seulement la première année. Après, si vous rachetez régulièrement, ce que je vous encourage à faire et ce que je vous conseille également, c'est que tous les ans, vous allez imputer 10 700 € de vos revenus et forcément, baisser votre imposition sur la durée et en plus de ça, ne pas vous faire payer d'impôts sur vos revenus fonciers. Ensuite, le report de la ligne 420, c'est le montant qui dépasse 10 700. Donc là, on a 29 580 qui sera donc à reporter sur la case BB de votre déclaration 2042, donc votre déclaration d'impôt sur le revenu. Voilà, donc on a bien compris, 29 580 plus 10 700, ça fait bien 40 280. Ce déficit
sera donc reporté sur les années suivantes jusqu'à épuisement. Voilà, comme vous pouvez le voir, il apparaîtra sur le tableau en dessous, ici, et vous avez 9 ans derrière pour pouvoir le déduire. Donc ça c'est très intéressant. L'année suivante, vous le verrez apparaître ici. Si vous n'avez pas d'autres déficits, vous pourrez piocher dedans automatiquement. Et sinon, si vous recréez des nouveaux déficits avec de nouveaux immeubles, il apparaîtra toujours sur le tableau, il sera reporté d'année en année jusqu'à ce qu'on puisse l'utiliser. Voilà, et il apparaîtra donc en bas du tableau et vous le répercuterez dans la case 4BD de votre déclaration d'impôt. Voilà, ensuite la vente ou l'abandon. Donc là, si vous vendez un bien, n'oubliez pas de l'indiquer, sinon vous allez vous retrouver à payer la taxe foncière, par exemple. Ou si, par exemple, vous récupérez un logement que vous habitez, vous ne le louez plus, vous le récupérez pour y habiter, il faut aussi également l'indiquer sur cette partie basse. Je vous montre rapidement les cases de la déclaration. Voilà, donc là c'est sur la partie donc déclaration de revenus, l'impôt sur le revenu. Donc j'ai pris là, bon ça c'est la déclaration 2020, mais peu importe, c'est toujours pareil. Et donc là on voit le régime réel pour les revenus fonciers, c'est bien ici que vous allez indiquer les montants. Le déficit imputable sur les revenus fonciers, comme on l'a vu précédemment. Le déficit imputable sur le revenu global, ça c'est les 10 700 €, donc qui vont se déduire de vos revenus personnels. Et les déficits antérieurs non imputés, voilà, donc reportés d'année en année, qui apparaîtront ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à m'encourager en mettant le meilleur like que vous pouvez mettre, votre meilleur commentaire aussi, pour m'aider à développer la chaîne. Merci de votre participation, merci d'avoir regardé la vidéo, et puis j'espère que vous y verrez plus clair et que maintenant la déclaration 2044 n'aura plus de secret pour vous. Merci à tous, bons investissements, passez à l'action, pensez à vous, créez votre avenir, personne ne le fera à votre place. À bientôt, ciao.